Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Nous sommes le 30 septembre 2013, donc bienvenue à tous, je suis Vincent Gann et je vous reçois donc cet après-midi en salle de trading Daily FX pour bien le troisième point de marché depuis ce matin. Et sachez qu'à 18h, rappelez-vous, pour ceux qui découvrent bien ce service, à 18h on vous propose chaque jour du lundi au jeudi un webinaire éducatif, donc rendez-vous dans le programme pour consulter le point de marché qu'on vous propose tout à l'heure. Alors on se retrouve aujourd'hui, on n'attend pas une statistique américaine vraiment importante, on va essayer d'ailleurs de faire un panorama de ce qu'on attend tout au long de la semaine, mais le plus important, vous le savez, nous sommes le 30 septembre 2013, au-delà de l'année, nous attendons ce soir des clôtures mensuelles sur tous vos actifs. Et donc, nous allons faire ensemble ici un panorama des graphiques en données mensuelles des principales paires de devises, des paires en dollars, des indices, des matières premières, pour voir si des signaux sont prêts à être donnés ce soir, ou pour voir justement si des niveaux de support ou des niveaux de résistance de long terme, car les graphiques mensuels vous donnent et vous permettent de faire de la prévision de marché sur plusieurs mois, seront testés ce soir. Alors on va faire le panorama de tous ces niveaux-là. Normalement, je pense que c'est bon. Et puis ensuite, bien comme d'habitude, je reprendrai donc dans l'ordre selon les actifs que vous allez me préciser dans la file commentaire, les marchés sur lesquels vous souhaitez que nous revenions à court terme. Alors bonjour Stéphane, bonjour Ludo, Ludo que j'ai vu jeudi dernier donc à Aix-en-Provence. Bonjour à tous. Donc a priori le son et l'image sont bons, sont un petit peu faibles. Alors je pense que vous pouvez peut-être l'augmenter un peu chez vous le son. Pour ma part en effet le son était un peu bas, donc là je pense que ça doit être légèrement mieux. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors, je vous ai parlé du calendrier économique. Calendrier économique, vous êtes actuellement sur le calendrier économique Daily FX. Et cette semaine, deux choses importantes. D'une part, mercredi 2 octobre prochain, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors cette semaine, il y a une petite nouveauté puisque la réunion et la conférence de presse de Mario Draghi n'auront pas lieu à Francfort, siège de la Banque Centrale Européenne, mais auront lieu à Paris. Donc voilà, mercredi à 13h45, la BCE annonce une décision de politique monétaire. Alors bien sûr, elle l'annonce depuis son siège à Francfort naturellement, mais la conférence de presse de Mario Draghi aura lieu à Paris. Et elle aura lieu à 14h30. Et d'ailleurs, on se retrouve en salle de trading mercredi à 14h15 pour suivre en direct cette conférence de presse. Alors d'ailleurs, cette conférence de presse du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, elle est importante. Pourquoi? Alors d'une part, le marché n'anticipe pas pour l'instant une baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne, d'autant plus que la Réserve fédérale des États-Unis, en maintenant son quantitative easing, je dirais a enlevé un peu une épine sous le pied à la Banque Centrale Européenne. Elle n'est pas obligée, si vous voulez, d'aller soutenir les marchés à travers sa politique monétaire à court terme, sachant que la Fed n'a pas revu sa propre politique monétaire. Donc du côté des taux, je pense qu'ils seront maintenus à 0,50. Dans tous les cas de figure, il y a toujours une partie du consensus qui anticipe une baisse à 0,25. Au-delà du cycle des taux de la part de la Banque Centrale Européenne, la Fed, elle, a maintenu son quantitative easing phase 3, vous le savez, et la Banque Centrale Européenne, elle, a un programme qui s'appelle LTRO. Le principe consiste à proposer aux banques européennes de l'argent, voilà, tout simplement, une certaine enveloppe évaluée donc en milliards d'euros à un taux proche de zéro. Alors en 2011, ce premier programme LTRO avait consisté en une enveloppe de 489 milliards d'euros. En 2012, une enveloppe de 530 milliards d'euros. Alors les banques européennes sont d'ailleurs déjà en train de rembourser ces deux prochaines enveloppes. Alors, est-ce que cette semaine on peut attendre un troisième LTRO? C'est désormais peu probable puisque la Fed, elle, ne s'est pas désengagée. Et puis là, la Banque Centrale Européenne, a priori, ne va pas communiquer à court terme sur le lancement d'un tel programme à court terme qui serait davantage attendu sur l'année 2014. En tous les cas, vous avez compris, la Banque Centrale Européenne veut conserver des outils d'action au cas où l'économie et les marchés financiers devaient décrocher de manière plus forte. Alors, mercredi, dans tous les cas, dans la conférence de presse de Mario Draghi, c'est cet élément-là qu'on surveillera, quelles sont les perspectives de politique monétaire non conventionnelle de la Banque Centrale Européenne. Demain, premier jour de l'exercice budgétaire du gouvernement américain pour l'année 2014. Pour l'instant, aucun accord. Donc virtuellement, demain, ce sont près de 800 000 agents
administratifs américains qui pourraient bien se retrouver au chômage technique dès demain matin. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les marchés à ce sujet-là. Va-t-on avoir la publication de chiffres économiques américains tout au long de la semaine? Est-ce que le gouvernement américain, le département du travail, va nous fournir vendredi prochain les chiffres du NFP, vous le savez, les Non-Farm Payrolls, les créations d'emplois hors secteur agricole pour le mois de septembre aux États-Unis, attendu vendredi 4 octobre prochain à 14h30. Donc beaucoup d'incertitudes à très court terme. Quelle va être demain la situation des services administratifs de Washington? Quelle va être mercredi la décision de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne? Va-t-elle évoquer une troisième phase pour son programme LTRO? Et enfin, bien vendredi, est-ce qu'on va pouvoir prendre connaissance de ces chiffres du marché du travail aux États-Unis, alors que vous retrouvez ici sur le calendrier Daily FX, vendredi 4 octobre à 14h30. Voilà un peu donc tout le programme macroéconomique, monétaire, tout le news flow, l'actualité économique qui va concerner les marchés financiers lors des prochaines heures. Donc demain, 800 000 agents administratifs américains, les services administratifs de Washington, du gouvernement fédéral, virtuellement au chômage technique. Mercredi la BCE, vendredi le NFP, si bien sûr nous allons pouvoir ou pas prendre connaissance de ces chiffres du NFP. Et enfin, petite nouveauté, Mario Draghi s'exprime mercredi à Paris et non pas à Francfort. Donc voilà. Voilà donc pour les choses à surveiller cette semaine. Et le calendrier économique, vous l'avez sous les yeux. Et pour le consulter, Daily FX, rubrique donc calendrier économique. Alors les marchés, vous en avez beaucoup parlé ce matin avec Adrien, vous en avez parlé encore tout à l'heure lors du morning meeting avec Nicolas à 11h. Donc si vous avez suivi Nicolas, en effet vous êtes vendeur de l'indice Dow Jones depuis les plus hauts, depuis la séance du 19 septembre dernier, le 19 septembre dernier, qui a fait suite donc à la décision de la Fed de maintenir son quantitative easing avec des points hauts sur le S&P 500, des points hauts sur le Dow Jones, deux indices qui testaient d'ailleurs leur sommet historique, et puis donc des indices européens qui ont réussi à tenir une semaine, qui nous auront fait un peu le coup de la première quinzaine du mois d'août, et qui ce matin ouvrent en gap baissier, un gap baissier hebdomadaire, suite à un indicateur industriel avancé chinois décevant, et suite donc à cette crise politique en Italie avec Silvio Berlusconi qui appelle d'ailleurs un vote de confiance. Un vote de confiance sera organisé mercredi prochain en Italie. Vous avez tous pu suivre l'envolée ce matin du rendement italien à 10 ans qui prend plus de 4%. Dans tous les cas de figure, l'Europe, les indices actions européens bien finalement rejoignent Wall Street, entrent dans une phase de correction, de prise de bénéfices après avoir bien monté tout au long de l'été. Le CAC 40 prend 14% depuis le 1er janvier, alors un peu moins maintenant, le CAC 40 doit gagner encore 13,50% depuis le 1er janvier. On va bien sûr parler des perspectives de cet indice CAC 40 et de cet indice allemand DAX 30 qui sont d'ailleurs en train actuellement de tester des niveaux importants. Mais aujourd'hui c'est le 30 octobre. Il est temps de revenir sur les graphiques mensuels, des graphiques qu'on perd un peu de vue, mais voilà, puisqu'on n'a pas d'incrément de prix plus d'une fois par mois, c'est une seule fois par mois qu'on a un nouveau chandelier qui vient se fixer, un nouveau point de clôture qui vient se fixer définitivement sur ces graphiques. Alors on va en faire le panorama, je vous ai préparé un certain nombre de graphiques, nous allons parler des indices, des paires en dollars, donc du dollar américain face aux 4 devises les plus importantes sur le marché des changes. Et enfin du pétrole, de l'or et de l'argent. Et ensuite, nous passerons sur les graphiques journaliers comme d'habitude pour faire un panorama à court terme des marchés. Alors, premier graphique que je vais vous montrer, puis je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière, nous allons commencer par les graphiques des indices actions américains. Deux choses. Tout d'abord, celui du S&P 500. Donc vous avez les graphiques en données mensuelles du S&P 500. Alors concrètement, comment est-ce qu'on le lit? Un chandelier égale un mois de cotation. Ici vous avez les sommets de 2000, ici vous avez les sommets de 2007 et actuellement donc nous en sommes là, nous sommes donc sur des sommets historiques. Alors deux choses qui faisaient peser un risque sur le S&P 500, bien sûr ce canal haussier ici mensuel, on vient d'en taper la borne haute et nous verrons tout à l'heure lorsque nous allons passer sur le graphique journalier que le S&P 500 tente de sortir, en tout cas rejoint la partie basse d'une structure en biseau ascendant qui sera bientôt testée, qui se trouve encore 15 points en dessous du niveau actuel des cours. Ce que vous devez retenir sur ce graphique mensuel, car on va essayer quand même de retenir un élément important sur chacun de ces graphiques mensuels, et on essaiera d'appliquer tout à l'heure sur le graphique journalier ces niveaux mensuels. Alors je vais les noter.
Je vous invite à faire la même chose et on regardera tout à l'heure ce que cela donne en données journalières. Donc sur le S&P 500, clairement, le niveau horizontal majeur en données mensuelles, c'est 1575 points. Donc 1575 points, on regardera tout à l'heure sur le graphique en données journalières. Je vous avais déjà montré cette configuration là, il s'agit donc du RSI en données mensuelles sur le S&P 500. Je vous invite notamment à surveiller la ligne de tendance haussière du RSI mensuel sur le S&P 500 qui lit tous les bas de marché depuis l'année 2009. Alors toujours pour continuer sur les indices actions américains, maintenant nous allons passer à l'indice Dow Jones. Alors il faut juste que je le retrouve, voilà il est ici. Alors quelque chose d'assez intéressant sur l'indice Dow Jones qui mérite d'être relevé. Nous sommes encore en données mensuelles. Alors là le niveau horizontal à surveiller c'est 14 200 points. Donc je pense que tous ces niveaux là en données mensuelles vont être rejoints sur les indices US, donc 1575 sur le S&P, 14 200 points sur l'indice Dow Jones, des niveaux qui sont encore en dessous du niveau actuel des cours. Par contre, regardez le RSI à 14 mois sur le Dow Jones, RSI en données mensuelles, particulièrement propre, puisque le RSI mensuel du Dow a rejoint une oblique de résistance baissière en place depuis 1996. Alors j'ai trouvé ça assez puissant, je l'ai relevé tout à l'heure, mais voilà, cet indicateur n'a pas buté au milieu de nulle part, il a clairement rejoint ici une résistance importante. Donc ici nous étions en 1997, ici en 2007, et là nous avons fait d'ailleurs l'été dernier un point haut sur ce RSI mensuel du Dow Jones, au contact donc de cette oblique de résistance, donc 1997, 2007 et désormais 2013. Nous revenons chercher cette oblique de résistance et vous constatez tous que S&P et Dow Jones en données mensuelles sont dans des canaux haussiers dont la borne basse passe en dessous du niveau actuel des cours. Donc on peut, sur les indices actions américains qui sous-performent, qui corrigent d'ailleurs depuis le 19 septembre dernier. D'ailleurs, les indices actions américains, si on regarde ces graphiques de long terme, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas enregistré des corrections supérieures à 10%. Ça fait même d'ailleurs depuis plus de 2 ans. Même presque 3 ans que le Dow Jones n'a pas corrigé de plus de 10%. Et il n'est pas revenu d'ailleurs dans la partie basse de son canal. Donc il y a en effet, à moyen terme, si l'on en croit donc ces figures chartistes de long terme, puisque nous sommes sur des graphiques mensuels, la possibilité de revenir chercher les bas de canaux haussiers, qui passent donc clairement en deçà du niveau actuel des cours sur les indices S&P 500, notamment donc 14 200 points sur l'indice Dow Jones. Donc les indices actions américains Wall Street de toute façon sont les plus faibles depuis 2 semaines. Et puis donc là, l'enseignement qu'on tire de ces graphiques mensuels, c'est que il existe un potentiel de prise de profit justement important à moyen terme. On a noté les deux niveaux importants du S&P 500 et du Dow Jones. On regardera tout à l'heure sur les graphiques journaliers. Alors maintenant l'Europe. Alors l'Europe, vous le savez, elle fait mieux. Elle a fait mieux la première quinzaine d'août. Elle a fait mieux la semaine dernière, elle tenait. Et finalement, elle finit donc aujourd'hui, ce matin, en gap baissier par s'aligner sur la configuration graphique de Wall Street. Alors pour illustrer la situation des indices actions européens, on va regarder l'indice CAC 40 en données mensuelles et l'indice FTSE Eurotop 100 en données mensuelles, puisqu'il balaye vraiment bien les plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. Donc l'indice CAC 40, au fond, qu'est-ce qui s'apprête à prendre le dessus? Je vous ai présenté assez souvent ce canal haussier à faible pente en données mensuelles. Ce canal haussier me faisait croire qu'il y avait encore une possibilité qu'on mette 150 à 200 points de hausse supplémentaires, où nous aurions eu un point de vente parfait, et ça correspondait d'ailleurs, vous le savez, à 50% de retracement de toute la baisse 2007-2009. Ce graphique mensuel nous montre donc ça, ce canal haussier de long terme, mais il nous montre aussi, et nous avons régulièrement parlé de ce niveau, d'un niveau horizontal à 4169 points. Et ce qui faisait la force de ce niveau des 4169 points, c'est que c'était le plus haut en données hebdomadaires, mais c'était aussi le plus haut en données mensuelles. Et c'est rare qu'on retrouve un point comme ça, qui soit à la fois un top de marché sur différents horizons de temps. On le savait en journalier, on le savait pour l'hebdomadaire, mais voilà, c'était aussi un niveau horizontal majeur en données mensuelles. Et puis là, clairement, si l'indice CAC 40 devait clôturer aujourd'hui à 4130, 4120, en données mensuelles, nous aurions donc une mèche haute, un rejet sous ce niveau horizontal des 4169 points. Dans tous les cas de figure,
vous observez ici une ligne de tendance haussière sur l'indice CAC 40 en données mensuelles. Au fond, c'est comme le S&P 500, c'est comme le Dow Jones. Ces lignes de tendance haussière joignent les bas de marché depuis l'année 2012, ce qui autorise un repli du CAC donc dans cette zone-là, tout comme le S&P 500 et le Dow Jones. Donc comme vous l'expliquait ce matin Nicolas Chéron, pour l'instant, attendons les clôtures mensuelles de ce soir. Nous ne sommes pas dans une situation de krach, clairement pas, mais il y a à moyen terme, à long terme, un potentiel, la place d'un point de vue graphique pour prendre des bénéfices de manière plus appuyée, car les supports de long terme se situent à un niveau se situent en deçà du niveau actuel des cours. Nous n'avons pas encore la clôture mensuelle. L'Europe clôture dans 2 heures. Wall Street clôture ce soir à 22 heures. Nous allons attendre les confirmations de ce soir pour en tirer peut-être des conclusions à moyen long terme. Et puis nous allons tout à l'heure basculer sur les graphiques journaliers. Donc 1575 points pour le S&P 500, on retient, 14 200 points pour le Dow, 4169 points, niveau que nous connaissons par cœur sur l'indice CAC 40. Cette résistance horizontale majeure donc en données mensuelles. Donc de la place pour prendre des bénéfices potentiellement là sur plusieurs semaines. Lorsque vous regardez l'indice européen FTSE Eurotop 100, on retrouve exactement en données mensuelles le même type de configuration, avec des cours qui construisent des canaux haussiers depuis les années 2011-2012 et qui sont clairement beaucoup plus proches de la borne haute que de la borne basse, mais il y avait toujours un potentiel de hausse encore 100-150 points pour aller pile poil taper la borne haute. Il s'avère que les cours semblent commencer à reculer sans s'être approchés pile poil de la borne haute de ces canaux haussiers. Mais si l'on raisonne à très long terme, ici vous avez un graphique du FTSE Eurotop 100 en données mensuelles, cet indice FTSE Eurotop 100 peut très bien revenir dans cette zone-là et puis reprendre à terme le chemin de la hausse. Donc lorsqu'on fait de la prévision de marché sur le long terme, nous parlons de plusieurs mois. On peut parfaitement défendre des scénarios où les marchés actions seraient plus hauts dans 6 mois, mais lors des 2 prochains mois, nous pouvons parfaitement avoir une baisse qui s'inscrirait cette fois-ci dans un cadre moyen terme. Donc beaucoup de distance par rapport à ces graphiques mensuels, mais ils permettent au moins de bien comprendre que les marchés actions sont haussiers depuis 2011, mais qu'ils sont clairement plus proches des canaux de la borne haute des canaux haussiers que de la borne basse de ces canaux haussiers. De tous les indices dont on vient de parler, S&P, Dow Jones, CAC 40, FTSE Eurotop 100, celui qui clairement me fait peur, c'est l'indice Dow Jones. Les indices US n'ont pas corrigé plus de 10% depuis de nombreuses années. C'est complexe. La situation de Wall Street, la situation des marchés actions américains est complexe, d'ailleurs de plusieurs points de vue. Lorsque j'écoute, lorsque je lis les analystes financiers, les gérants, ceux qui utilisent les techniques de valorisation boursière pour fixer des objectifs de cours sur les indices actions, les bénéfices par action, la valorisation des actions américaines est clairement excessive ou sur ces sommets historiques. En tout cas, les actions américaines sont en bourse beaucoup mieux valorisées, plus justement valorisées que les actions européennes. C'est pour ça d'ailleurs que tout au long de l'été et ces derniers mois, les stratégies de long Europe, short US ont très bien performé. Et je peux vous garantir qu'il vous suffit d'observer la courbe que suivent les trackers long Europe, short US. Ces trackers-là sont extrêmement bullish. Donc c'est une réalité, cette surperformance de la cote européenne. En parlant de Price Earning Ratio, mon Nicolas Chéreau vous a proposé un point assez complet vendredi dernier. Les actions américaines se payent pour 2014 déjà à près de 14 fois leurs bénéfices. Les actions européennes, nous sommes plus proches d'une zone comprise entre 11 à 11,5 les bénéfices prévus pour l'année 2014. On comprend pourquoi donc les gérants se méfient de la valorisation actuelle et de la situation actuelle des actions américaines sur les marchés financiers. D'un point de vue de l'analyse technique, puisque nous sommes avant tout ici pour étudier des graphiques, en données mensuelles, ici, ce graphique de l'indice Dow Jones, lorsqu'on regarde les prix tant qu'on tient 14 200 points, c'est clairement bullish. Nous avons clairement un canal haussier, mais nous sommes plus proches de la partie haute que de la partie basse. Après,
nous sommes ici dans des graphiques face à des graphiques mensuels. Donc c'est clairement pas évident de se servir de ces graphiques pour savoir ce qui va se passer lors des prochaines semaines. On peut tout imaginer. On peut très bien imaginer un marché plat, des indices US qui feraient une dérive latérale pour rejoindre un jour de la borne basse du canal, ou un pullback sur 14 200 points, sachant que nous sommes à 15 200. Il y a quand même ici une amplitude de prise de profit importante, mais nous pouvons parfaitement rester dans des marchés plats à Wall Street, et puis avoir une Europe, elle, qui réussirait encore lors des prochaines semaines à faire de nouveaux plus hauts. Donc, les graphiques mensuels nous enseignent tous ces éléments-là sur les indices actions américains et européens, mais avec surtout un risque de prise de profit à moyen terme beaucoup plus marqué sur les indices actions aux États-Unis. Quant au CAC 40, 4169 points, grosse résistance horizontale en données hebdomadaire. On l'a atteint ce mois-ci. Nous allons clôturer en dessous, dans tous les cas de figure. Nous avons atteint une résistance, mais pas cassé de support de long terme en données mensuelles. C'est donc ça que nous enseignent les graphiques de long terme des marchés actions. Nous avons atteint des résistances en données mensuelles. Prise de bénéfices donc logique, mais la tendance de fond reste haussière et clairement haussière. Et d'ailleurs, un S&P 500 ou un S&P 500 qui perdrait 400 points et un Dow Jones qui perdrait 1000 points, nous serions toujours dans les canaux haussiers de long terme. Donc en fait, tout dépend de l'horizon de temps, au fond. Lorsqu'on parle d'une tendance sur les marchés, tout dépend de l'horizon de temps sur lequel on parle. Le court terme, lui, est clairement à Wall Street à la tendance baissière, et l'Europe cette fois-ci donc s'est alignée sur la tendance de Wall Street. Donc S&P 500, donc Dow Jones, CAC 40 en données mensuelles. Nous allons continuer donc le panorama de ces graphiques mensuels et des niveaux à retenir. Ensuite, nous passons en données journalières. Alors, les paires en dollars, le dollar américain. Je vous ai proposé ici un certain nombre de graphiques mensuels sur ces paires en dollars. On va maintenant les commenter et en parler. Bon, on va commencer par l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en données mensuelles, bon, je pense que là, les 1,37 $, plus que jamais, vous savez que c'est la cible depuis le 18 septembre dernier, avec un euro-dollar qui a réussi à s'affranchir de la zone résistance 1,34, 1,34,50, je n'en démords pas et je maintiens mon objectif de cours à 1,37 $. 1,37 $, les sommets annuels. Nous sommes ici en données mensuelles sur votre euro-dollar, que vous pouvez d'ailleurs vous-même retrouver sur votre plateforme MarketScope. Ces 1,37 $ se confondent d'ailleurs avec la partie basse du nuage ici, en Ichimoku mensuel. Certains analystes évoquent la possibilité d'une ultime poussée de la paire euro-dollar aux alentours des 1,40. Sachez qu'en réalité, cette zone des 1,37 à 40 correspond tout simplement au contenu du nuage en données mensuelles. Et nous avons en données mensuelles ici une ligne de tendance baissière de l'euro-dollar qui joint tous les tops de marché depuis 2007. Et cette ligne de tendance baissière passe en effet aux alentours actuellement des 1,40. Mais pour moi, cette zone-là, comprise entre 1,37 et 1,40, est clairement une zone de surachat de la paire euro-dollar, une zone au sein de laquelle je pense de nombreux stratégistes devises de long terme vont aller chercher des positions vendeuses de long terme, vont chercher à ouvrir des positions vendeuses de long terme. Dans tous les cas de figure, ce soir, la clôture mensuelle de l'euro-dollar confirmera les signaux techniques haussiers donnés ces dernières semaines par l'euro-dollar. Nous sommes là aujourd'hui en train de faire un panorama mensuel pour voir si ce soir les clôtures mensuelles donnent des signaux. Nous avons vu que sur les indices européens et américains, on comprend pourquoi le marché prend ses bénéfices, puisque nous sommes clairement dans la partie haute des figures chartistes qui guident la hausse depuis 2011. Quant à l'euro-dollar, par contre, la clôture mensuelle de ce soir confirme clairement la bonne orientation de cette paire-là pour viser 1,37. Niveau sur lequel, pour ma part, je vous inviterai à prendre des bénéfices, sachant que la zone 1,37-1,40 est clairement une zone de surachat, ou en tout cas une zone où le marché pourrait réagir à la baisse de manière assez violente pour toutes les raisons donc, que je viens de décrire. Donc pour l'instant, c'est clairement l'euro-dollar qui s'apprête à enregistrer une très belle clôture mensuelle ce soir, la paire euro-dollar avec un objectif à 1,37. Alors les autres paires en dollars, GBP USD, AUD USD et USD Yen. Et puis après on essaiera de tirer des conclusions sur le dollar américain de manière générale. Vous avez sous les yeux l'USD Yen en données mensuelles. Alors ces graphiques en données mensuelles, vous les retrouvez sur votre plateforme MarketScope. Donc
allez-y, hein, vous pouvez la paramétrer vous-même. Est-ce que ce soir, en données mensuelles, l'USD Yen donne un signal? Nous avons vu que l'euro Yen, oui, puisque l'euro dollar, oui. L'USD Yen, ce n'est pas le cas. Ce soir, en données mensuelles, il reste, au fond, parfaitement enfermé dans cette phase de transition latérale qui se développe depuis de nombreux mois, depuis près de 4 mois, l'USD Yen est enfermé dans une congestion comme ça en forme de triangle. Par contre, vous comprenez sur ce graphique en données mensuelles l'importance de la résistance des 100 yens, un niveau certes psychologique, une résistance horizontale de premier ordre et la partie haute d'ailleurs du nuage ici en Ichimoku en données mensuelles. L'USD Yen a clairement un potentiel de repli dans la partie basse de la figure. On verra tout à l'heure en données journalières qu'on ne peut pas exclure désormais un repli de cette paire vers les 95 yens pour la paire USD Yen. Dans tous les cas de figure, en données mensuelles, cette figure là en triangle reste parfaitement active et la partie basse de cette figure passe plus bas. Donc, pour l'instant, au sein des paires en dollars, celle qui va ce soir faire une belle clôture mensuelle, c'est l'euro-dollar, l'USD Yen, sous les 100 yens. Je vous invite clairement à écarter toutes vos stratégies haussières et plutôt privilégier les baisses, puisque c'est une paire qui a fortement monté depuis l'automne dernier et qui continue de consolider, voire de corriger toute cette hausse qui a eu lieu depuis l'automne dernier. Donc euro-dollar haussier, USD Yen baissier. Qu'en est-il du GBP USD? Alors le GBP USD, vous savez, on vient de faire 3 mois de belle hausse. D'ailleurs, la livre sterling a monté tout au long de l'été. Qu'en est-il donc de la clôture mensuelle que nous attendons ce soir à minuit? Eh bien, ce soir, en données mensuelles, le GBP USD clôture donc au-dessus des 1,5730, 1,5750 $, qui était un niveau de résistance que nous avions surveillé et qui a d'ailleurs, une fois franchi, a permis une envolée haussière du GBP USD. Le GBP USD à long terme, c'est avant tout une figure en triangle, vous l'avez sous les yeux, nous sommes en données mensuelles, la borne haute passe entre 1,62 et 1,63. Vous avez encore constaté aujourd'hui sur les marchés que GBP USD est une paire forte, bien orientée. Dans tous les cas de figure, la zone des 1,62, 1,63, clairement je pense que des stratégistes devises de long terme vont chercher à ouvrir des positions baissières dans cette zone. Donc je vous invite, si vous êtes long sur le GBP USD, et vous avez eu raison jusque-là, eh bien à commencer à envisager sérieusement de prendre des bénéfices lorsque les cours vont aller faire une intrusion entre 1,62 et 1,63. Cette zone des 1,62, 1,63 pour GBP USD, c'est un peu l'équivalent de la zone 1,37, 1,39 sur l'euro-dollar. C'est clairement des zones de long terme, et vous l'avez vu sur le graphique mensuel euro-dollar, où des stratégistes devises vont chercher à ouvrir des stratégies baissières de long terme. Donc USD Yen c'est baissier, ou en tout cas neutre à moyen terme, mais clairement à court terme je pense qu'on peut rejoindre les 95. GBP USD, Euro USD ça reste bien orienté, les clôtures mensuelles sont belles et je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut, mais pas forcément 1000 pips plus haut, mais plutôt 100 à 200, et à partir de là faites attention, des stratégies vendeuses pourraient prendre le dessus. Et enfin, donc, on va regarder AUD-USD, puis on va essayer d'en tirer une conclusion sur le dollar américain. Alors l'AUD-USD, vous le retrouvez à nouveau ici en données mensuelles. Vous voyez que ça fait du bien à l'esprit des graphiques en données mensuelles, puisque de temps en temps, ça permet de réaliser un peu où en est l'euro-dollar, puisque reconnaissons qu'on a quand même l'habitude de scotcher sur des graphiques journaliers ou intraday. C'est pour ça que je pense qu'au moins une fois par mois, faites l'effort de charger vos graphiques mensuels pour bien voir où en sont les actifs. Il n'y a que 12 clôtures par an à surveiller, c'est pas non plus un travail astronomique. En tout cas, aujourd'hui, c'est la journée de vos graphiques mensuels. Alors l'AUD-USD, eh bien il baisse depuis, vous le voyez, depuis l'année 2011. Moi, ce qui m'a marqué sur ce graphique mensuel de l'AUD-USD, c'est qu'il s'apprête à enregistrer un premier mois haussier après 1, 2, 3, 4, 5 mois consécutifs de baisse. 5 mois consécutifs de baisse qu'on fait passer la UD-USD de la partie haute de son canal qui passait ici à 1,05 à la partie basse qui passait ici à 0,88. Et puis vous le savez, la UD-USD a passé tout l'été à construire quelque chose de plat entre 0,88 et 0,93, a récemment franchi 0,93, a accéléré. 0,97 était une cible dont vous avez beaucoup parlé, pour de bonnes raisons d'ailleurs, puisque en données mensuelles, eh bien, vous le retrouvez très bien ce niveau des 0,97. C'est une résistance horizontale mensuelle, et c'est surtout 50% de retracement de la baisse des 5 derniers mois. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce soir, eh bien, la paire AUD-USD elle a dû s'approcher des 0,94. Alors, pour la UD-USD, est-ce que le rebond est terminé?
Peut-on attendre au contraire un ultime mouvement de hausse vers 0,97? L'AUD, c'est clair qu'il est fort depuis le début du mois de septembre. On vous a marqué ce matin sur le site AUD NZD double bottom. Donc l'AUD, il est fort de manière générale. Il est aussi plus fort que le dollar néo-zélandais. Il surperforme. Le dollar américain, lui, comme on va le voir tout à l'heure sur le dollar index, reste plutôt baissier à court terme. Il y a un niveau de support majeur qui est pas très loin, mais qui n'est pas encore précisément rejoint. En fait, mon scénario, pour ma part, ce serait ça. Un AUD USD qui pourrait aller chercher 0,9675, un euro dollar qui irait chercher 1,37, un GBP USD qui irait chercher 1,6250, 1,63, un USD yen qui irait chercher 0,95, un dollar index qui reviendrait sur un niveau de support majeur, et je vais vous le montrer, ce dollar index, vous l'avez ici, un niveau de support majeur qui passe ici à 10,400, et je vous invite aussi à regarder votre dollar index en données mensuelles et vous allez comprendre que cette zone-là est une zone support majeure. Donc, conclusion de cette analyse en données mensuelles. Un poil de potentiel baissier de plus pour le dollar américain. Un poil de potentiel haussier de plus pour l'euro dollar, pour le GBP USD, pour la UD USD et un potentiel baissier pour l'USD yen. En tout cas, ce soir, parmi toutes les clôtures mensuelles, celle vraiment qui me paraît, les deux qui me paraissent assez sympathiques, c'est celle de l'euro dollar et de la UD USD. Alors, les indices, on en a parlé en données mensuelles, les paires en dollars, on en a parlé en données mensuelles, la UD, le yen, la livre sterling, l'euro, toutes face au dollar. Parlons matières premières, parlons pétrole, or et argent, et puis si vous le voulez bien, parlons ensuite graphique journalier, des principaux actifs que vous suivez. Alors le pétrole américain, je vous ai proposé ce matin une analyse sur ce WTI. Bon, vous savez, nous sommes vendeurs. Vous l'avez ici vous l'avez ici en données journalières, mais on va regarder en données mensuelles ce que ça donne. On est sorti par le bas d'un biseau descendant. C'était ici le 19 septembre, d'ailleurs dans le sillage du FOMC. On a rejoint un niveau de support à 102,20 qui a tenu 2-3 séances, on le casse, nouveau signal de vente, et en plus le pétrole casse cette oblique haussière qui joint tous les bas de marché depuis le 18 avril dernier, nouveau signal de vente, objectif 100 $, 98-80 $ à court terme. Ok pour le cadre court terme. Il y a un graphique en données mensuelles qui est assez parlant pour le pétrole américain, certains le connaissent déjà, pour ceux qui ont assisté aux différentes conférences qu'on a menées à Lyon, Aix et Nice. Alors attendez, je vais vous retrouver ce graphique du pétrole en données mensuelles. Tout simplement, alors attendez, je vous l'ai mis sur le site, donc ce sera plus simple, on va faire ça. Alors le pétrole US, voilà, donc pour bien réaliser qu'en données mensuelles, le pétrole c'est avant tout bien un marché de trading range, compris entre 80 $ et 120 $. Ici vous avez le futur WTI sous les yeux, 80-120 $. Le trading range, plus précisément, c'est 90-110 $ avec une zone de survente comprise entre 80 et 90 et une zone de surachat comprise entre 110 et 120. Ici, vous avez toute la hausse estivale du pétrole qui s'est terminée donc, il y a 2 semaines. Plus de saisonnalité favorable aux États-Unis, plus d'augmentation cyclique de la demande en provenance des États-Unis. La crise géopolitique autour de la Syrie est complètement désamorcée. Le pétrole américain reprend son rythme de croisière, il se comporte comme un oscillateur, enfermé donc entre 80 et 120 $. Et voilà donc où nous en étions ce matin dans le développement de cet oscillateur avec une médiane à 100 $. J'estime donc que les 100 $ vont être rejoints là lors des tout prochains jours, et si jamais ça doit céder, 98,90 et à nouveau si ce support cède, objectif donc 90 $ sur le pétrole américain. Cherchez pas réellement à faire une corrélation entre la tendance des marchés actions et le comportement du pétrole, puisque les marchés actions sont fortement haussiers depuis 2011, ce qui n'est absolument pas le cas du pétrole américain, qui fait sa propre vie. C'est un trading range 80-120 et investissez dessus et ouvrez vos positions trading en tenant compte de ces bornes et non pas de la tendance donc à Wall Street. Ensuite, l'or et l'argent en données mensuelles pour voir si ce soir... Alors, pour en revenir justement à la clôture mensuelle du WTI, si on reprend d'ailleurs le graphique mensuel du WTI pour voir qu'est-ce qui va compter ce soir...
Donc on clôture tout à l'heure, hein, sur le marché du pétrole en données mensuelles. Donc en données mensuelles sur... Alors là c'est en données hebdomadaires par contre. Alors j'avais un graphique en données mensuelles sur le WTI. Non, eh bien, écoutez, je l'ai plus. Dans tous les cas de figure, retenez que c'est clairement le niveau des 100 dollars qui est majeur sur cet horizon de temps. Maintenant l'or et l'argent en données mensuelles. Et on passera en données journalières juste après. Alors, où se cache-t-il le graphique de l'or? Voilà, l'or en données mensuelles. Donc, on va zoomer. Voilà, donc là vous avez sous les yeux l'or en données mensuelles. Est-ce qu'on s'apprête ce soir à donner un signal en clôture? Bah clairement non, mais vraiment pas du tout. On n'attend strictement aucun signal technique en données mensuelles ce soir sur l'once d'or. La résistance c'est les 1522, vous le savez, c'est le fort signal de vente qui a été donné en avril dernier. Les 1180 dollars, eh bien c'est d'ailleurs 50% de toute la hausse qui avait eu lieu entre 2009 et 2011. Mais au fond, eh bien l'or, tout comme l'argent, c'est un no man's land, j'ai envie de dire, en données mensuelles, en tout cas sur cet horizon de temps-là, des bornes assez éloignées du niveau actuel des cours, qu'il s'agisse des bornes hautes ou des bornes basses. Donc le graphique mensuel ne nous oriente pas davantage ici sur l'or, et d'ailleurs sur l'argent c'est à peu près le même topo. On n'a pas vraiment d'informations majeures qui ressortent. Ici vous avez l'argent en données mensuelles. C'est le même principe, la borne haute c'est 26 dollars, la borne basse c'est donc ce niveau ici des 19 qu'on a testé récemment. Par contre, je vous invite à regarder le RSI en données mensuelles de l'argent, puisque eh bien, on a un support ici assez net qui se situe donc aux alentours des 40, qui a été à chaque fois tapé lorsque l'argent a fait un point bas. Ici donc en 2002, ici en 2009 et ici, attention, donc en 2013. Donc plutôt quelque chose d'intéressant ici en tout cas à suivre sur le RSI en données mensuelles pour l'argent. Mais ce soir, en clôture mensuelle, nous n'aurons pas de rupture de support ou de franchissement de résistance sur l'argent. Alors maintenant, on va repasser sur la plateforme MarketScope, on va regarder les graphiques à plus court terme. On va commencer par l'indice CAC 40. Alors je vous parle rapidement du CAC, du DAX, du pétrole, et ensuite j'en reviens donc à vos commentaires. Donc, eh bien, le CAC 40, vous le connaissez. Donc ici, c'est le chandelier des 18 et 19 septembre dernier. Hausse suite au maintien du quantitative easing complètement effacé. Ce matin, on ouvre un gap baissier, alors que vous ne voyez pas ici, mais concrètement, on a ouvert un gap baissier hebdomadaire ce matin. Par contre, nous revenons ici, 4125 points, au contact de la partie haute du gap haussier, lui qui avait ouvert le 16 septembre dernier. Donc le CAC, c'est un vrai gruyère. Hein. Clairement, il y a des gaps dans tous les sens. Il y a eu 3 gaps haussiers dans cette hausse-là. On a maintenant un gap baissier ici, dans tous les cas de figure. En données journalières, vous le savez, on est pile poil posé dessus. 4125 points, tout simplement bien les anciens sommets de l'année 2013 et cette fameuse zone que vous connaissez tous, 4125, 4169. Pour l'instant, donc, c'est une zone qui tient et c'est la zone qu'il va falloir surveiller ce soir en clôture. Si 4125 points devaient céder, eh bien, retour du CAC sur 4080 au contact ici d'une ligne de tendance haussière qui joint tous les bas de marché depuis le 24 juin dernier. Pour le DAX, c'est exactement le même topo, puisque l'indice teste ses anciens sommets historiques, se inscrit le 22 mai dernier. Donc on a vraiment une convergence graphique assez nette ici, assez limpide, sur l'indice allemand DAX 30 et sur l'indice français CAC 40. Donc pour le DAX, c'est le niveau des 8557 points qui pour l'instant tient. Et a priori, il devrait être en mesure de tenir d'ici la clôture de ce soir. Donc voilà, hein, c'est peut-être plutôt demain, c'est plutôt la séance de demain qui sera importante, puisque là je vois mal le marché l'enfoncer là d'ici les quelques heures qui nous restent. Quant au CAC 40, c'est 4125 points. En données hebdomadaires et en données journalières, on est vraiment donc dans une importante zone support. Par contre, tout à l'heure, on a regardé en données mensuelles les 4169 points qui sont ici. Vous avez donc tous constaté qu'il s'agissait donc d'une résistance horizontale en données mensuelles, c'est donc un niveau majeur. Je pense que vraiment beaucoup de choses se jouent cette semaine et on attend d'ailleurs beaucoup d'informations, vous le savez, entre la BCE, la dette publique aux États-Unis, encore le NFP vendredi prochain. Dans tous les cas de figure, l'Europe a fini donc par craquer ce matin en gap baissier et s'aligner sur la tendance corrective de Wall Street à court terme. Wall Street qui a déjà d'ailleurs beaucoup corrigé. Alors, sur les indices US,
Si vous avez écouté Nicolas Chéron, vous êtes vendeur depuis le 19 septembre dernier. Alors sur le S&P 500, vous aviez donc cette shooting star en données journalières. C'était aussi pile poil les sommets historiques, ceux qui avaient été inscrits sur l'indice Dow Jones le 2 août dernier. La baisse se prolonge et en données journalières, nous avons donc ce canal aussi à faible pente sur l'indice Dow Jones et un prochain support horizontal qui se trouve à 15 000 points. Donc a priori, le Dow Jones est parti donc pour rejoindre cette zone-là qui passe aux alentours des 14 900, 15 000 points. 14 200 points, tout à l'heure je vous ai parlé d'un niveau à 14 200 points, c'est la partie basse du canal haussier de très long terme, hein, celui en données mensuelles. Bon, clairement, c'est à peu près c'est cette zone-là. Voilà, donc là c'est vraiment le niveau à tenir. Si les cours sortent par le bas de ce canal, eh bien c'est ce niveau horizontal ici à 14 335 points qui sera rallié sur l'indice Dow Jones. Dans tous les cas de figure, clairement pour vos stratégies vendeuses sur indice, c'est les indices américains qu'il faut vendre, vous le savez. Sur les indices européens, bien la situation est... En tout cas, ces indices se comportent beaucoup mieux. Je vous en montrerai un d'ailleurs qui se comporte assez bien, c'est l'IBEX. L'indice espagnol, regardez, celui-là, il tient coûte que coûte, il est vraiment très très fort. Par contre, l'indice italien, le MIB, lui a fini par céder. Avec d'ailleurs l'envolée ce matin et encore en début d'après-midi les rendements obligataires italiens à 10 ans. Le MIB, lui, a déjà d'ailleurs commence déjà à faire une mèche basse, hein, sur bien, la ligne de tendance haussière qui lie tous les points de marché, tous les bas de marché depuis le 24 juin, dernier. Donc sur le CAC 40, on est dans la zone où tout se joue, 4125, 4169 points, 4125 les anciens sommets de 2013, 4125 la partie haute du gap haussier du 16 septembre dernier. Aujourd'hui, il n'y a pas un volume vraiment majeur sur l'indice CAC 40. On a vu le pétrole aussi qui corrige. Les indices US qui ont clairement un potentiel de baisse plus prononcé à court terme. Donc les stratégies vendeuses, c'est clairement sur les indices US, puisque regardez la tenue de l'IBEX, n'allez pas vous amuser à shorter l'IBEX. Voilà donc pour ce qui est du comportement relatif et ce soir les niveaux donc à surveiller en cours de clôture. Alors un petit passage, ah oui voilà c'est celui-là que je voulais déjà montrer, c'est le dollar index en données journalières. Bon on en a parlé tout à l'heure, je pense toujours que cet indice peut se replier dans cette zone là. Qui dit baisse du dollar index dans cette zone là dit poursuite de la baisse de la paire USD-Yen, qui a d'ailleurs toujours été la plus faible de toutes les paires en Yen, rappelez-vous. Toutes les paires en Yen avaient tenté de faire des breakouts. GBP Yen l'avait fait le premier, USD Yen jamais. USD Yen n'avait même jamais réussi à s'affranchir d'ailleurs du niveau des 100 Yen. Ça reste la plus faible de toutes les paires en Yen. Et pour le scénario baissier sur le dollar américain, bien cet indice doit beaucoup à la tendance baissière de l'USD Yen. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un poil plus haut pour Euro USD, un poil plus haut pour GBP USD, un poil plus haut pour AUD USD. Une conjonction de 4 facteurs qui permet d'envisager une baisse du dollar index dans cette zone donc à 10 400. Alors donc voilà pour ce qui est donc des indices européens, des indices américains. Voilà, l'USDN vous l'avez ici, en plus il est ouvert en gap baissier ce matin, donc bon bah déjà la cible à très court terme vous l'avez tous identifié, c'est les 97, enfin 96, 90, 97. Le WTI vous l'avez vu craquer, les indices US eh bien il continue. Alors par contre donc le S&P 500, ah oui alors ça c'est vraiment quelque chose d'important à surveiller sur le S&P 500. Je vous avais parlé potentiellement d'une structure en biseau. Vous le retrouvez ici. La partie basse en fait se confond avec la ligne de tendance haussière qui joint tous les bas de marché depuis le 16 novembre dernier, donc elle passe encore un peu plus bas, aux alentours des 1660 points. Bon, je pense que là clairement c'est un niveau qui est parti pour être testé à court terme. Cette fois-ci, si jamais ça cède, eh bien c'est objectif 1600 points et 1560 points sur les indices US, et encore une fois, si ça cède. Alors, donc bonjour Stéphane, bonjour Ludo, Guest, Edwin, Flying Fin. Flying Fin d'ailleurs, Flying Fin, je t'ai vu à Lyon, si mes souvenirs sont bons. Alors Giovanna, View, Cyril, Guest, alors, donc 105 sur 5, 105 sur 5. Alors Gordon Gecko, Gordon Gecko nous demande où a lieu la réunion de la Banque Centrale Européenne, donc ce sera à Paris, par contre je ne sais pas exactement où.
Mario Draghi réunira la conférence. Ça, honnêtement, je peux pas vous dire. Bon, je pense que ça peut se trouver sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne, hein, le lieu de la conférence de presse de Mario Draghi. On peut aller regarder ensemble d'ailleurs. Ce sera pas chez FXM. Alors, le site de la BCE, il était par ici. On va essayer d'aller voir. Où est-ce que Mario Draghi va organiser sa conférence? Alors il me semblait que je l'avais mis ici et finalement je ne le retrouve pas. Alors, bon, je sais plus, à un moment ou à un autre il était dans mes favoris, mais là je le retrouve pas. Bon, dans tous les cas, il vous suffit d'aller sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne et vous allez retrouver le... Ah mais si vous allez dans les sites favoris de Romain Cap sur le forum Sélection Daily FX, site favori de Romain Cap, vous avez tous les liens pour accéder donc à la conférence de presse de Mario Draghi. Alors, donc on continue. Alors le Dow Jones 15 100 points en live, fil NFP, donc en effet le Dow Jones il continue de se replier. Alors où est-ce la plateforme? Elle est là. Hop, le Dow. Ouais le Dow, de toute façon le prochain support c'est 15 050 points. Mais je pense que là clairement il va revenir dans la partie basse du canal, donc ça passe autour des 14 900 points. Bon, moi ce qui m'inquiète plus sur le dos à long terme, c'est cette figure là, hein. C'est ce graphique là, je vais les poster dans le forum, donc vous pourrez les retrouver. Mais c'est ce graphique mensuel de l'indice Dow Jones, bon, notamment le RSI, lorsque vous voyez la résistance oblique en données mensuelles que le Dow vient de taper, et lorsque vous voyez que ça fait quand même pas mal de temps que le Dow nous a pas fait une belle période de prise de profit en données mensuelles, il est dans son canal, hein, mais la partie basse, elle est assez éloignée du niveau actuel des cours. Bon, un indice comme le Dow, avoir une stratégie vendeuse dessus, clairement, c'est adapté, quoi. Ensuite, l'Europe va faire mieux, l'Europe fait mieux, l'Europe va faire mieux. D'ailleurs, c'est un consensus maintenant, même les gérants se positionnent sur les actions européennes parce qu'elles sont moins chères du point de vue des valorisations. Dans tous les cas de figure, là, l'Europe est clairement impactée par la baisse de Wall Street qui prend de l'ampleur. Donc prudence, hein. Alors, on continue. Pour l'instant, 4125, c'est vraiment le point. Alors, pour en revenir, moi, ce que je vous avais proposé sur le cas, clairement, c'est 4000, vous le savez, hein, la zone 4125, 4169. Si cette zone 4125, 4169 est emportée ce soir en clôture, clairement, les perspectives haussières ou d'une ultime jambe de hausse sur l'indice CAC 40, et comme on a pu le voir tout à l'heure sur l'indice CAC 40 en données mensuelles, sont clairement, ça devient en tout cas un scénario inenvisageable, puisqu'au fond ce sera la résistance horizontale en données mensuelles à 4169 points qu'aura pris le dessus. Pas de cassure de support en données mensuelles sur les indices, mais des résistances qui agissent, des résistances mensuelles en dessous desquelles les cours clôturent. Alors, pour rappel, hein, cet intervalle 4125-4169, pour vous rappeler ce que c'est, ce sont ici les sommets de l'année 2013 et ici les sommets de l'année 2011. C'est 4169 points qui avaient été franchis en clôture journalière, franchis en clôture hebdomadaire et pas en clôture mensuelle. Et mais manque de peau, les 4169 c'est aussi pile poil un point haut en données mensuelles. Donc là du coup ça pardonne pas. Vincent, est-ce qu'il se pourrait qu'en mensuel le CAC soit dans un range depuis 4 ans et que nous Ouais. sur la borne haute? Pas loin de la borne haute, à 200 points de la borne haute, mais pile poil sur la résistance horizontale. En tout cas sur le dos c'est assez inquiétant. Alors Eric sur les vues Ishimoku, oui tout à fait, je l'ai paramétré moi-même en fait l'indicateur, donc j'ai retiré certaines choses. C'est simplement une façon de le présenter. C'est pas un bug de la plateforme, hein, vous inquiétez pas. C'est simplement j'ai retiré en fait les deux lignes qui encadrent le nuage. Je trouve ça assez pratique, visuellement je trouve que c'est assez propre et j'ai simplement laissé la Kinjun et la Tenkan. Voilà, c'est juste une façon de paramétrer l'indicateur, mais vous si vous l'affichez de manière standard, vous allez le retrouver, hein.
Alors, fil NFP nous dit moyenne mobile à 100, pas mal sur l'AUD USD en données mensuelles. Donc merci fil NFP. Bon, on va regarder tout de suite à quoi elle correspond en données mensuelles, ce sera plus simple. En tout cas, aujourd'hui, il y a aussi les pétroles qui accélèrent bien. Alors l'AUD USD, on va regarder la moyenne mobile à 100 mois. Où passe-t-elle? Alors c'est parti. Moyenne mobile à 100 mois. Hop. Eh bien oui, NFP, ouais, pas mal. Ouais. En effet, elle passe aux alentours des 0,97. Elle passe aux alentours des 0,97. Donc ça va un peu dans le sens du graphique que nous avons regardé tout à l'heure. Donc sur cette AUD USD. Alors Edouard Orodol à 1,37, oui bon bah ça paraît assez probable, enfin pas trop complexe. De toute façon, voilà, 6 cassures, alors par contre à très court terme, on est quand même dans un petit range, compris entre 1,30, 1,34, 60 et 1,35, 60, pile poil, un petit canal horizontal. Donc il faudra bien sûr le signal d'accélération vers les sommets annuels sera donné par la sortie haussière de ce petit canal. Alors, donc Ludo nous dit je suis long depuis le 19 septembre, 563 pips de décembre, je vise 98,80. Bah, bien joué Ludo sur le pétrole. Là, on en avait parlé, et puis bon bah oui clairement là c'est il y a tout qui est réuni pour que le pétrole corrige, donc ça c'est parfait, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, bonjour Sylvie, bonjour Flying Fin. Alors Sylvie, sur les gaps, existait des pourcentages sur le comblement de ces gaps et en nombre de jours. Par exemple, gap d'ouverture du CAC comblé à 60% en 15 jours. Oui, alors certainement, il y a certainement des choses. Mais alors là, j'ai pas de chiffre en tête, Sylvie, ou si je vous donne des pourcentages, ça va vraiment être compliqué. Phil NFP nous dit l'heure du crime à 17h36. Eh bien oui, l'heure du crime à 17h36. Bon, dans tous les cas, c'est tout à l'heure qu'on a des clôtures mensuelles et journalière. Donc voilà, ce sera en effet tout à l'heure pour l'indice CAC 40. Bon, en tout cas, pour l'instant, on tient pile poil les 4125, c'est propre. Bon, moi j'aime bien le DAX parce qu'on tient les anciens sommets ici du 22 mai. En plus, on a un A égale C assez propre. On a cette amplitude là reportée au top ici. Donc on retrouve ce niveau des 8557 de nombreuses fois. Bon, pour l'instant, ça tient. Les indices européens sont quand même assez surprenants lorsqu'on voit ce que fait Wall Street. Par contre, si la correction de Wall Street se transformait en un vrai mouvement baissier de moyen terme, et c'est vrai que les graphiques mensuels, reconnaissons-le, les graphiques mensuels laissent tout à fait la possibilité à davantage de baisse à Wall Street, surtout à Wall Street, sans pour autant annuler la tendance haussière depuis 2011, mais retrouver un rythme de progression plus équilibré. Alors Pierre, la réunion de la BCE n'aurait-elle pas lieu à la Banque de France? C'est possible, je ne suis pas allé regarder où avait lieu, où se réunissait la Banque Centrale Européenne. Donc ça je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que la réunion a lieu à Paris et non pas à Francfort. De rien Sylvie. Ludo nous dit je vais venir à la conférence de novembre. Eh bien oui, tout à fait Ludo. Et d'ailleurs je vous invite tous à venir à notre conférence du 15 novembre prochain au Palais Brognard. Donc c'est le palais de la Bourse, tout simplement. Alors l'or, qu'est-ce que ça donne l'or? Donc je crois qu'Adrian nous en a pas mal parlé ce matin. Bon, ça c'est l'argent. Bon l'or on a vu qu'en mensuel il n'y a pas grand chose à dire. Les bornes c'est 1180, 1536. Pour ma part j'ai pas changé d'opinion. L'or il n'y a rien à dire, mis à part le fait qu'il est enfermé entre... on va retirer les bandes de Boulinger. Enfermé entre 50% de retracement de toute la hausse qui a eu lieu entre le 28 juin et le 28 août. Et il a retracé aussi 50% de toute la baisse qui a eu lieu entre le 28 août et le 19 septembre. C'est du 50-50, enfermé entre les ratios de 50%. Un support à 1300 et une résistance à 1362. Et on a même vu que sur les graphiques mensuels, c'est 1180, 1520. Et à l'intérieur, entre 1580 et 1520, il peut tout se passer à long terme sur l'once d'or. Et à court terme, entre 1300 et 1360, il peut malheureusement aussi tout se passer. Donc les métaux précieux, ça reste quand même assez compliqué
sur à peu près tous les horizons de temps, puisque nous avons plus ou moins des trading ranges qui se développent, donc qui se développent un peu partout ici sur ces indices US. Alors, on va remettre le CAC 40. Je vais juste vous remontrer quelque chose, puisque bon, il est 16h12, dans 1h20, eh bien nous avons la clôture mensuelle de l'indice CAC 40. Hop, on rezoome sur l'indice CAC 40 en données mensuelles. L'indice devrait clôturer aux alentours donc des 4140 points, donc à peu près ici. Et voilà, ici c'était donc le point haut, il me semble de mars 2011. Nous avions eu un point haut pile poil à 4169. Et ces fameux 4169, c'était un point haut en données hebdomadaires et en données mensuelles. Le canal haussier de moyen terme en données mensuelles, eh bien vous voyez qu'il passait plus vers les 4004. Alors on peut y envisager un scénario comme ça. Un CAC 40 qui reviendrait sur cette ligne de tendance haussière pour ensuite aller chercher la partie haute du canal. Dans tous les cas de figure, on a quand même ce soir une clôture sous ces 4169 points. L'autre scénario possible, c'est ce marché plat, comme nous avions eu ici en mensuel sur l'indice CAC 40, un marché plat pour dériver latéralement jusqu'ici, puis ensuite repartir à l'assaut donc de la borne haute de ce canal. Mais donc voilà en fait précisément où ce soir nous allons clôturer ce chandelier que vous voyez ici qui n'est pas clôturé. Ce soir il clôture ici et demain c'est un nouveau qui va ouvrir ici juste à droite sur l'indice CAC 40. Alors tous ces charts pour la plupart ils sont Botanico. Alors je n'ai pas tapé sur le clavier, donc c'est assez étonnant ça par contre. Alors Sophie. Alors pour la conférence de novembre, oui c'est. Ouais. Alors pour la conférence de novembre, pas besoin de vous inscrire. Enfin, vous pouvez envoyer. Enfin c'est gratuit si vous voulez. Je vais vous donner le lien avec tous les renseignements. Donc tout se trouve ici, conférence FXM. Vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un onglet conférence FXM. Conférence trimestrielle FXM au Palais Brognard le 15 novembre. Il vous suffit d'envoyer un email à info@fxm.fr. Donc je vous mets l'adresse, faites-le tout de suite. Si vous avez votre boîte mail sous les yeux, vous envoyez un email à info@fxm.fr et en confirmant votre participation donc à la conférence trimestrielle au Palais Brognard le 15 novembre prochain. Et je vous donne aussi le lien vers cette page où vous avez la synthèse donc de toutes les conférences et événements qu'on organise lors des prochaines semaines. Alors tout à l'heure à 18h vous avez un webinaire éducatif en salle de trading. Je vous laisse prendre connaissance du programme, tout est indiqué à droite de la salle de trading, donc allez-y, prenez-en connaissance. On se retrouve demain en salle de trading, tout de suite sur le forum d'ailleurs et sur Twitter, et surtout sur le forum d'ailleurs, continuez à poster. Pour un point, puisque demain, virtuellement, on a vu que les services administratifs de Washington, demain, peuvent potentiellement virtuellement se retrouver au chômage technique. On verra s'il y a un impact. Pour l'instant, il n'y a clairement pas d'impact sur les taux longs américains. De toute façon, le plafond de la dette sera rehaussé. Et puis donc, vous connaissez maintenant tous les niveaux importants à surveiller sur les indices actions américains, Wall Street. C'est clairement à Wall Street qu'il existe un potentiel de prise de profit à moyen terme, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme, plusieurs mois en place depuis 2011, mais clairement, sur des graphiques de long terme, 2 mois de baisse ne neutralisent pas une tendance haussière de fond. À vos graphiques mensuels, maintenant que nous en avons parlé, je vous laisse travailler les vôtres et aller les poster sur le forum. Merci à tous de votre attention, et puis à demain donc de vive voix.